chercheurs en langue étrangère en Algérie. Notre association s'engage sur des dossiers d'actualité en lien avec l'évolution et la présence des langues étrangères en Algérie. L'on peut évoquer parmi ses principaux objectifs le développement de la formation, mais également de la recherche en langue étrangère pour leur valorisation auprès des acteurs institutionnels et économiques. La promotion d'un dialogue scientifique autour des langues en présence en Algérie. Elle s'occupe également d'accompagner les enseignants en langue étrangère, les doctorants ainsi que les masterants à travers l'organisation de cycles de formation pédagogique et didactique. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la thématique des interactions en ligne, en ayant pour titre « Favoriser les interactions dans un cours en ligne, des contraintes aux solutions ». C'est dans ce sens qu'interviendra le docteur Huda Akmoun, qui est docteur en didactique des langues et des cultures. Elle est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l'université Blida 2, responsable du comité de formation doctorale en langue française depuis 2018, co-responsable scientifique du colloque international sur les sciences cognitives organisé à l'université Blida 2 en 2016, responsable d'un projet de recherche en FOSS et auteur de plusieurs articles en didactique et en sciences du langage, dont un en anglais. Bonjour, Dr Akmoun. Bonjour Mariam, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous honorer de votre présence. Je tiens juste à préciser aux internautes qu'ils peuvent poser leurs questions via le chat. Je les transmettrai au Dr Akmoun pour qu'elle y réponde vers la fin de son intervention. Je souligne également que le webinaire est retranscrit en direct sur la page Facebook de l'ANECLEA et en streaming sur la chaîne YouTube de l'association. Nous allons donc, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Docteur Akmoun, qu'est-ce qui a motivé le choix du thème de cette présentation? Autrement dit, pourquoi les interactions? Bonjour. J'aimerais tout d'abord, à mon tour, remercier les membres et à leur tête, Dr Wahib, de m'avoir permis d'échanger avec vous à travers cet espace virtuel. Donc, pourquoi les interactions? En fait, pour deux principales raisons. Je voulais d'abord, pour lui donner du sens et la légitimer, inscrire en fait mon intervention dans le prolongement des webinaires précédents qui ont montré à la fois l'intérêt, voire la nécessité et même l'obligation pour l'enseignant en charge de la formation à distance d'encourager les interactions en ligne et de les développer, et surtout dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, du confinement et de l'imposition de la distanciation sociale qui font que celles-ci, c'est-à-dire les interactions, deviennent donc de plus en plus un besoin humain fondamental et semblent être le seul moyen ou du moins l'un des moyens de maintenir le contact à distance avec les autres, notamment dans le contexte éducatif, scolaire et universitaire, et ce, en vue de rompre avec l'individualisme et le repli sur soi. Je disais donc que les collègues dans les webinaires précédents ont insisté à la fois sur l'intérêt et là où les difficultés relatives à la prise en charge et au développement des interactions, des difficultés liées principalement au problème de la formation des formateurs. La présentation d'aujourd'hui se situe également en fait dans la continuité d'une recherche que j'ai présentée en 2019 et que j'ai co-animée avec Dr Wahib à l'occasion du colloque international La pédagogie universitaire à l'ère du numérique, organisé donc par le LIRADI, Laboratoire interdisciplinaire de recherche en analyse du discours,
dirigée à l'époque par professeur Eid Dahman. Notre recherche visait en fait, d'une part, à mettre la lumière sur la formation à distance dispensée à l'Université de Blida à travers l'expérience de la Faculté des sciences humaines et sociales et à travers les deux projets, Yubda et Inside, dans lesquels notre université s'est engagée en 2017 et en 2018 et qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération internationale. Les projets sont donc chapeautés par l'Union européenne. Elle visait d'autre part à identifier les interactions verbales dans ce genre de formation et à recueillir donc des données sur les perceptions des formateurs quant aux échanges en ligne. Les résultats auxquels nous sommes parvenus à travers cette recherche ont d'abord donc révélé beaucoup de problèmes dans la formation des formateurs qui se limitent selon leurs déclarations, les déclarations, je veux dire, des enseignants interrogés. Donc, montrer comment placer les leçons sur la plateforme Moodle utilisée donc à la faculté des sciences humaines et sociales et à expliquer surtout le mode de fonctionnement des forums de discussion puisque les enseignants sont appelés donc avec l'aide de leurs assistants à programmer une série de forums et de classes pour discuter avec les étudiants afin donc de répondre aux questions de ces derniers sur le sujet du cours dispensé généralement en mode asynchrone. La formation donc est jugée insuffisante par les concernés dans la mesure où elle ne vise que l'usage des technologies et l'information et de la communication et la mise en ligne des cours. En revanche, en termes d'analyse des interactions, les résultats obtenus indiquent que les perceptions des formateurs relativement aux échanges en ligne sont très favorables et que les enseignants et tuteurs accordent une grande importance aux interactions. Ils trouvent même que l'interactivité est un facteur clé de l'apprentissage efficace. Pour ces formateurs, les échanges en classe avec l'intention explicite, on va dire, d'ajouter de la valeur et de partager des buts afin de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance et une nouvelle compétence, permet de réduire le sentiment d'isolement des apprenants dans le cadre de la formation en ligne. Ça, c'est pour répondre à votre question par rapport à ce qui a motivé le choix donc, des interactions. En effet, justement, faute de formation, nous avons parfois l'impression, en tant qu'étudiante en didactique des langues et des cultures, ou alors en tant qu'enseignante au secondaire, que certains enseignants continuent justement à enseigner de façon traditionnelle. Existe-t-il des théories qui prennent en charge cette nouvelle dimension qu'est la technopédagogie? En fait, comme je viens de le dire, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais l'intérêt que nous accordons à la formation à distance ne date pas en fait du mois de mars dernier, date du lancement du plan d'urgence qui s'apparentait et qui prend de plus en plus la forme donc d'un projet de numérisation avec comme objectif de poursuivre et d'assurer donc la continuité pédagogique des cours et éviter par là même une coupure et une rupture, on va dire, pénalisante entre la fin d'une année universitaire ou scolaire et la suivante. Notre intérêt pour la formation à distance remonte en fait à 2015 et il est né lors donc du séminaire Objets et méthodes de la recherche en didactique que nous assurons depuis donc cette année, depuis 2015, au profit des étudiants de Master 1 didactique et sciences du langage, et dans lequel il était question, entre autres objectifs, d'aborder les différents objets de la recherche en didactique dans le triangle pédagogique et didactique. Dans notre quête d'information, nous avons découvert donc de nouvelles formes du triangle pédagogique et didactique que nous ne connaissions pas auparavant.
et qui remettent en fait en question la première forme de la relation didactique, c'est-à-dire celle élaborée par Jean Housset en 1986 et que tout le monde, didacticien et pas, connaissent, et constituée, donc cette forme constituée principalement par les relations qui associent les trois pôles de la situation didactique, à savoir l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Donc, cette première forme qui réduit la situation pédagogique à ces trois éléments, qui met au sommet donc, du triangle le savoir au détriment de l'apprenant et de l'enseignant, qui sont, eux, placés sur la base du triangle, et qui ne fait aucune référence aux facteurs socio-psychologiques, contextuels et tous les autres dispositifs et moyens pouvant contribuer dans le processus d'enseignement-apprentissage des disciplines, toutes les disciplines confondues et les langues en particulier. Donc, cette forme, pour toutes ces raisons, elle a été critiquée et suite à ces critiques, de nouvelles formes ont été proposées par les didacticiens dans les années 90, à l'instar du Soma de Legendre, créé en 1988 et adapté en 1989 par Claude Germain, la didactique des langues étrangères. Ce nouveau modèle, c'est-à-dire le Soma, se base sur la forme initiale du triangle pédagogique de Housset, et dans lequel donc, Legendre renomme les différents pôles et ajoute un quatrième élément qu'il nomme le milieu. Ce nouveau pôle qui est le milieu n'étant pas suffisamment précis et explicite, la forme de Legendre a également été critiquée. Les critiques qui lui ont été adressées ont donné également naissance à de nouvelles formes qui se sont succédées après, dans la constellation didactique de Daben, élaborée en 1993, qui intègre donc de nouvelles dimensions, précisant davantage le milieu, en y intégrant d'une part le contexte social, qui inclut donc les représentations sociales et les pratiques langagières des apprenants de la langue surtout, et d'autre part le contexte éducatif, qui met en relief les disciplines de recherche et les matières d'enseignement. À partir de 2002, et avec l'intégration d'éthique dans l'enseignement et leur avènement qui modifie naturellement la situation didactique, celle-ci s'enrichit d'un quatrième pôle d'interaction que Feiber, en 2002, nomme le groupe, qu'il met au sommet de son modèle qui se présente sous forme d'un tétraèdre. Ce nouvel élément qui est le groupe On ne vous entend plus très bien, remet Madame en fait Asmour. en cause le statut et met davantage en relief. Ah oui. Maintenant, c'est bon. Donc, je disais que cette... Très bien. Donc, je disais que la nouvelle forme proposée par Feiber, c'est-à-dire le tétraèdre, remet en question le statut des différents pôles, à savoir celui de l'enseignant et celui de l'apprenant, mais aussi le statut du savoir, et met davantage en relief le dispositif technologique qui cache l'autre pédagogue plus ou moins caché, pour envoyer donc au dispositif numérique. Cette forme s'inscrit dans une optique socio-constructiviste, selon laquelle la construction du savoir se fait donc par le partage des connaissances, et indique que malgré l'éparpillement géographique des apprenants, c'est-à-dire la distance, les connaissances ou la construction des connaissances s'opère en groupe autour de situations problèmes dont la résolution exige que l'apprenant confronte sa solution à celle d'autrui, que l'apprenant utilise plutôt essentiellement les ressources groupales dans le cadre d'un apprentissage collaboratif, et que son activité réflexive devient de plus en plus manifeste dans les activités de production,
individuelle soit-elle ou de coproduction. Après le tétraèdre de Faber, d'autres modèles donc, ont vu le jour, à l'instar de celui de Poisson, élaboré en 2003, qui transforme en fait le triangle de Houssaye en pyramide en lui intégrant les ressources éducatives. Une forme dans laquelle il ajoute en fait la posture médiatisation qui renvoie justement aux technologies de l'information et de la communication. Et il y a eu ensuite, après, en 2007 exactement, donc une nouvelle forme élaborée ou conçue par Lombard et qui adjoint à la forme de Houssaye une nouvelle extrémité que Lombard nomme dispositif cyberprof. Ce nouveau pôle, le dispositif cyberprof, donc apparaît au sommet de la forme proposée par Lombard et remplace le maître ou l'enseignant qui est employé pour décrire donc le support technologique dans lequel s'incarnent les choix et stratégies pédagogiques pour désigner justement le dispositif médiatique. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de toutes ces formes que j'ai retenues ici, hein, parce qu'il existe d'autres formes et d'autres modèles, que ces formes ont bouleversé le statut des différents donc, actants et interactants de la situation didactique de par leurs nouvelles dispositions. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que la formation en fait en ligne n'a rien d'un enseignement vertical, transmissif, monogéré, mais il s'agit plutôt d'un enseignement horizontal basé principalement sur le partage des connaissances et sur les interactions. D'accord, voilà. Très bien, merci. Alors, et en termes justement d'approche et de théorie d'apprentissage? Alors, nous savons tous que toute interaction verbale et non verbale constitue en fait un système de réflexes circulaires dans la mesure où une parole émise en réponse à une stimulation peut devenir à son tour une stimulation qui pourra provoquer une nouvelle réponse. Or, les principales caractéristiques de la formation en ligne, axée sur l'apprenant, sur la communauté des apprentissages, sur la construction des connaissances, considérant que celles-ci, c'est-à-dire les connaissances, portent toujours la couleur du contexte donc, dans lequel elle est construite, basée aussi sur la dimension sociale des apprentissages et sur l'importance de l'engagement des acteurs dans des communautés de pratique appelées à réaliser des tâches langagières soient-elles ou autres. Donc, toutes ces caractéristiques font que les modèles classiques de l'enseignement et de l'éducation, tels que le behaviorisme, ne semblent plus en mesure de prendre en compte à eux seuls les potentialités offertes par la formation à distance. Ceci dit, les théories d'apprentissage, pour répondre à votre question, qui constituent les soubassements théoriques de la formation à distance, sont, à mon sens, le behaviorisme, d'une part, de par donc la définition et les caractéristiques de l'interaction, le constructivisme, le socio-constructivisme et bien entendu le connectivisme ou le connexionnisme comme modèle d'apprentissage qui reconnaît les bouleversements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquelles font en sorte que l'apprentissage ne soit plus seulement une activité individualiste et interne, mais est aussi et surtout fonction de l'entourage et des outils de communication dont on dispose. La formation à distance se prête ainsi totalement au principe de l'approche par tâche, de la perspective actionnelle, qui exige en fait des apprenants de réaliser des actions collectives. Le formateur peut même adopter une pédagogie différenciée,
terme de soubassement théorique, hein, qui se soucie, tel que précisé par Mérieux, de la personne, mais sans renoncer à la collectivité. Pourquoi la pédagogie différenciée? Tout simplement parce que le plus grand défi de la formation à distance demeure avant tout le développement de l'autonomie. Donc, pour récapituler, finalement, la démarche adoptée en termes de méthodologie dans la formation à distance est éclectique par excellence dans la mesure où elle emprunte à plusieurs autres méthodologies. Voilà. D'accord. Mais concrètement parlant, quels sont les types et les modalités d'interaction dans un cours en ligne et existe-t-il des différences entre ces modalités et celles d'un cours en présentiel? D'accord. On arrive donc au vif du sujet. Pour répondre à votre question, je vais m'appuyer sur les travaux de Nissen réalisés en 2014 et ceux de Mongenod qui ont été produits en 2013, qui indiquent en fait que ce qui fait consensus chez les chercheurs, c'est justement la présence systématique d'interactions, non seulement en présentiel, mais aussi en ligne. Toutefois, puisque vous me posez la question, est-ce qu'il y a une différence entre les deux modalités d'enseignement? Il y a d'autres chercheurs, à l'instar de Pereira et de Guichon, et bien d'autres chercheurs en didactique des langues et des cultures, mais aussi en sciences du langage, qui précisent que le dispositif médiatique renvoie à une instance, un lieu social d'interaction et de coopération possédant ses intentions, son fonctionnement matériel et symbolique et ses modes d'interaction propres. Donc, à travers cela, on comprend tout de suite qu'il existe effectivement des différences entre les interactions dans un cours en présentiel et un cours en ligne. En fait, les chercheurs, notamment dans le domaine, en sciences du langage et en didactique, et notamment dans le domaine de la pragmatique et des analyses conversationnelles, ont travaillé à l'établissement de typologies d'interaction et offert ainsi un cadre analyse pour penser l'infinie diversité des formes de communication que peut provoquer la rencontre et les échanges entre deux ou plusieurs apprenants afin d'identifier les interactions. Il semblerait que 3 comparaisons sont envisageables pour déterminer justement les différents types d'interactions. La première comparaison peut se faire donc entre le mode présentiel et le mode distanciel. Ensuite, à l'intérieur même du mode distanciel qui nous intéresse ici particulièrement, nous pouvons aussi distinguer deux principales modalités d'interaction, à savoir l'enseignement distanciel synchrone et asynchrone. Enfin, à l'intérieur de chaque modalité d'interaction, c'est-à-dire dans la modalité d'enseignement synchrone et dans la modalité d'enseignement asynchrone, nous pouvons aussi dégager ou identifier d'autres types et modes d'interaction selon les interactants, selon la fréquence des interactions et selon aussi et surtout le canal utilisé pour interagir. Donc, pour répondre à la première partie de votre question, on peut dire que le distanciel se réalise en deux modalités. Donc, comme nous l'avons dit, synchrone qui est marqué par la coprésence des interactants dans un même environnement numérique et asynchrone avec une présence donc différée des individus. Le mode synchrone se rapproche donc de la formation présentielle, mais pour reprendre Guichon, en 2009, le sentiment d'urgence et l'immédiateté des interactions, comme des interactions, oui, comme l'ont montré nos collègues donc, italophones dans les webinaires précédents, alors semble être plus fort dans la formation à distance synchrone que dans la modalité donc, d'enseignement asynchrone,
en raison des contraintes techniques qui s'exercent sur la situation. Par ailleurs, les interactions semblent être dans une formation à distance synchrone plus naturelle et plus authentique comme mode asynchrone dans lequel, comme nous l'avons dit, les interactions sont plutôt différées. Kerbrat Orecchioni va jusqu'à considérer qu'étant donné donc que les modes de communication asynchrone, les interactions ou les échanges dans la modalité d'enseignement asynchrone peuvent difficilement être désignés par le terme interaction, étant donné le caractère de l'interaction qui désigne avant tout le jeu d'influence mutuelle exercé par les interactants les uns sur les autres. Donc pour elle, dans une formation asynchrone, on ne peut même pas parler d'interaction parce que ce jeu d'influence n'existe pas ou existe en mode plutôt différé. Alors, par rapport donc, pour revenir aux comparaisons dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut donc distinguer, contrairement à l'enseignement présentiel, qui, lui, contient donc en principe 3 à 4 types d'interactions. Donc, les interactions enseignants-apprenants qui sont les plus répandues dans la formation présentielle et qui indiquent que l'enseignant joue 2 rôles en formation à distance, de par d'abord sa présence qui rend l'expérience technologique plus humaine, et de par son nouveau statut de facilitateur, de guide et de soutien qui gère l'apprentissage. Alors, l'enseignant peut interagir avec l'apprenant à 2 moments différents. Et donc, les interactions enseignant-apprenant peuvent revêtir un caractère soit proactif, soit réactif. Donc, à l'intérieur même de cette catégorisation de ce type, c'est-à-dire les interactions enseignant-apprenant, on peut dégager donc un autre sous-type, on va dire, ou 2 sous-types, à savoir l'interaction réactive et l'interaction proactive. Proactive, lorsque l'enseignant annonce le point du cours à aborder, pose des questions, rappelle ce qui a été dit auparavant, indique les moyens et les outils à mettre en œuvre pour atteindre ou résoudre un problème, donne des consignes pour la résolution de problèmes, etc. Alors, le deuxième sous-type, c'est-à-dire les interactions réactives, lorsque l'enseignant répond aux questions de ses apprenants, évalue et conseille, par exemple, en cas de problème constaté lors de l'évaluation. Le deuxième type d'interaction commun aux 2 modalités, présentielles et distancielles, ce sont donc les interactions apprenant-apprenant qui servent en fait à combattre, comme nous l'avons déjà dit, le sentiment d'isolement. Et dans le partage des connaissances avec les pairs permet en fait d'inspirer ces derniers, puisque nous avons dit qu'ils peuvent aussi stimuler d'autres réponses et de construire de nouveaux savoirs grâce donc à un effet d'émulation. Dans cette même catégorie ou dans ce type, nous pouvons aussi distinguer 2 nouvelles modalités d'interaction. Alors, les interactions symétriques, d'une part, lorsqu'il y a équivalence des compétences et des statuts, c'est-à-dire que les niveaux sont plus ou moins similaires, la mise en commun des différents points de vue et savoir peut, dans ce cas, prendre la forme soit d'un conflit socio-cognitif que les partenaires doivent surmonter, ou plutôt avoir un aspect plus positif et donner donc la forme d'une coopération dans laquelle les apports et les rôles sont plutôt complémentaires. Alors, ce type d'interaction permet de savoir permet à l'apprenant, à l'interactant de savoir que son point de vue n'est pas unique et le pousse en fait à remettre en question son fonctionnement mental. La construction
construction du sens dans ce cas passe par plusieurs étapes et nécessite donc de négocier, de préciser, de justifier, de prendre du recul et de contrôler. Le deuxième sous-type dans les interactions apprenant-apprenant, ce sont donc les interactions asymétriques. Lorsque les compétences d'un apprenant sont plus avancées que celles d'un autre apprenant dans le cadre du travail collaboratif. Et donc, il y a toujours des apprenants qui sont plus dynamiques, qui interagissent, qui agissent plus que d'autres. À l'intérieur toujours de ce même type d'interaction, c'est-à-dire apprenant-apprenant, les échanges peuvent aussi être de différentes natures. Alors, on peut avoir l'échange, alors le mode one-to-one, lorsque l'échange est individuel, c'est-à-dire un locuteur à un seul interlocuteur. Ou encore le mode one-to-many, lorsque l'échange est participatif avec un locuteur ou entre un locuteur et plusieurs interlocuteurs, ou encore le mode many-to-many, lorsque l'échange est collectif, c'est-à-dire entre plusieurs locuteurs et plusieurs interlocuteurs. Le troisième type d'interaction, ce sont donc les interactions apprenant contenu d'enseignement. Jusque-là, nous sommes donc dans les interactions communes aux deux modalités d'enseignement. Alors, le troisième type, je disais, ce sont donc les interactions entre les apprenants et les contenus d'enseignement qui devraient mener à une acquisition de connaissances par l'apprenant, une construction de connaissances qui survient lorsque l'expérience d'apprentissage ou lors d'expériences et s'appuie sur l'habileté à interagir avec la matière. À ces trois donc types d'interaction communs aux deux modalités, aux deux modes d'enseignement qui caractérisent donc à la fois l'enseignement présentiel et l'enseignement donc distanciel, s'ajoutent trois autres modalités dans le mode distanciel. Alors, il s'agit d'abord des interactions entre les apprenants et l'interface, ou l'enseignant et l'interface, c'est-à-dire le matériel, le dispositif numérique, qui réfère généralement à la convivialité de la technologie utilisée pour assurer une communication en mode réseau. Ou le contraire, si l'enseignant et les apprenants ne maîtrisent pas suffisamment justement le numérique. Dans ce type d'interaction, on distingue deux nouvelles catégories, à savoir l'interaction donc textuelle et l'interaction iconique. Le cinquième type d'interaction qu'on trouve uniquement donc dans le mode distanciel, ce sont les interactions contenu entre le contenu de la matière et un autre contenu qui permettent en fait le contrôle des droits et facilitent la traçabilité de l'utilisation par divers groupes d'apprenants grâce aux avancées de l'intelligence artificielle dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième génération de la formation à distance. Non seulement le contenu du cours peut être adapté de façon intelligente à chaque apprenant, donc c'est des contenus qui sont personnalisés, on va dire, mais aussi leur présentation et même la navigation. Alors, l'avant-dernier, on va dire, type d'interaction, c'est donc l'interaction entre l'enseignant et le contenu qui a été transformé grâce à l'éclosion donc de moyens nouveaux pour présenter la matière. La nécessité d'adapter le contenu du cours traditionnel aux spécificités et outils de la formation en fait qu'il existe aujourd'hui ce type d'interaction. Ce type d'interaction est axé sur le contenu créé par l'enseignant sous la forme d'objets d'apprentissage, de cours complets et d'activités connexes. Il permet à l'enseignant de construire, de surveiller et de mettre à jour ses ressources de façon continue.
Enfin, donc, les interactions enseignant-enseignant qui sont très, très recommandées, dont a parlé donc, notre collègue dans le dernier webinaire, Dr Farhani. Ce sont donc les interactions entre les enseignants et les enseignants qui s'inscrivent généralement dans le cadre donc, de projets interdisciplinaires dont le but est d'abolir les frontières entre les disciplines ou encore donc, dans le cadre de projets de télécollaboration. Nous pouvons aussi dégager d'autres types à partir de cette catégorisation en opposant le mode synchrone dans l'interaction orale, gestuelle et corporelle, ce qui fait qu'il est considéré par certains comme, on va dire, le lieu privilégié pour l'interaction. En effet, grâce à l'ensemble des signaux non verbaux dont dispose le formateur dans une formation synchrone comme en présentiel, l'enseignant donc peut jauger du degré de compréhension de ses apprenants et donc peut prendre les décisions et communiquer avec eux. Contrairement au mode asynchrone, dont l'interaction, comme nous l'avons déjà dit, se réalise de manière écrite et différée, qui fait que l'enseignant soit incapable de statuer sur le langage non verbal. Donc, voilà à peu près par rapport aux différents types et aux différences qui existent entre l'enseignement présentiel et l'enseignement distanciel. Très bien. Et concernant les contraintes, quelles sont les contraintes liées aux interactions en ligne, justement? Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, préciser que ce travail ou cette présentation est le fruit d'un ensemble de webinaires auxquels j'ai personnellement participé, dont la plupart ont été organisés donc pendant la période de confinement, depuis le mois de mars, organisés par l'université TELUC, une université canadienne dont les enseignements sont exclusivement en ligne. C'est aussi le résultat d'une recherche en phase de préparation, une recherche qui sera présentée dans le cadre d'un symposium qui sera animé par professeur Aïd Ahmed, docteur Farhani, docteur Wahib et moi-même. Donc, je disais que la recherche est en phase de préparation. Le symposium s'inscrit dans le cadre des travaux du congrès international organisé par la Fédération internationale des professeurs de français. Il devait avoir lieu en fait en juillet dernier. Il a été reporté donc pour le mois de juillet 2021, si Dieu le veut, si tout va bien d'ici là. Donc, c'est enfin le fruit aussi d'un article sur l'enseignement à distance coécrit avec Dr Wahib et qui sera publié dans le prochain numéro de la revue multilinguale de l'université de Béjaïa, normalement en décembre prochain. Alors, pour revenir à votre question, je ne vais donc pas reprendre les contraintes, et difficultés et enjeux générales liées donc à la formation à distance parce que j'estime personnellement qu'elles ont été bien présentées et développées par les collègues qui m'ont précédé donc dans les webinaires précédents. Je vais donc axer ma réponse sur les contraintes liées principalement à la prise en charge et au développement des interactions. Donc, je pense qu'au-delà des contraintes techniques liées généralement aux interactions apprenant-interface ou enseignant-interface, et qui peuvent être dues à une méconnaissance ou une non-maîtrise de l'outil numérique, à des problèmes de connexion, de coupure de connexion ou encore à du matériel moins performant chez certains que chez d'autres et qui risque, comme nous l'avons déjà vu, d'accroître les inégalités sociales. Les barrières ou contraintes qui empêchent les interactions en ligne ou les réduisent peuvent être de deux ordres. Donc, un ordre
psychologique et un ordre pédagogique. Quand je dis pédagogique, c'est-à-dire que je veux dire par là les pratiques enseignantes. Alors, pour la première catégorie, c'est-à-dire les contraintes psychologiques, nous avons donc d'une part toutes les barrières socio-affectives relatives donc au rapport avec la machine ou le dispositif numérique. Peut avoir aussi la peur du jugement à cause du caractère public des échanges, que ce soit à l'oral, dans le cadre donc du mode synchrone pour la prise de parole, ou à l'écrit dans les deux modes, synchrone et asynchrone. Nous avons aussi tous les problèmes liés à l'insécurité linguistique dans les deux modes également, notamment dans le cadre donc, de la formation à distance des langues étrangères. À cela s'ajoute donc le refus pour certains de travailler en groupe, surtout quand on ne connaît pas les autres partenaires du groupe. Et aussi, donc, à cause de cette méconnaissance des partenaires, l'absence du sentiment d'appartenance au groupe. Je peux donc aussi inclure dans cette même catégorie toutes les représentations défavorables à l'égard de la formation en ligne et aux réserves par rapport au changement des habitudes. Beaucoup d'enseignants et beaucoup d'apprenants préfèrent en fait continuer à travailler donc, de façon traditionnelle avec les anciens outils pédagogiques qui leur sont plus ou moins familiers et qu'ils maîtrisent mieux. En ce qui concerne donc la deuxième catégorie, c'est-à-dire les contraintes pédagogiques et je ne sais pas si je peux dire les mauvaises pratiques, elles peuvent en fait se situer à deux niveaux. Donc, le premier niveau est celui des pratiques anticipatives relatives à l'organisation et la planification, une organisation et une planification défaillante du cours en ligne, faute de formation. Et le deuxième niveau donc, concerne les pratiques effectives qui favorisent davantage la dimension référentielle, c'est-à-dire celle qui renvoie à l'interaction entre l'apprenant et le contenu de l'enseignement et du matériel, au détriment de la dimension relationnelle qui regroupe tous les actes de socialité, c'est-à-dire les interactions entre apprenants et apprenants, ou encore les interactions entre apprenants et enseignants, ou encore entre enseignants et enseignants. Et encore moins donc la dimension régulatrice qui permet de revenir sur ces stratégies et ces styles d'apprentissage donc qui développent les pratiques réflexives. Donc cette formation, elle est telle que jugée par les premiers concernés en fait. Elle est axée davantage sur le matériel et les moyens, les contenus et les moyens. Donc pour reprendre le terme donc, anglais technology driven, au lieu d'être axé sur les finalités et le développement de compétences donc, et les objectifs, ce que les Anglais et les Américains appellent donc objective driven. Voilà. Vous parliez justement des pratiques. Quelles sont justement, au vu de ces contraintes, les pratiques susceptibles de développer les interactions et d'assurer une meilleure prise en charge, on va dire? Alors, ça peut aller de gestes très, très simples, comme le fait par exemple de saluer individuellement les apprenants en les appelant par leur prénom. En fait, moi-même, j'ai vécu l'expérience avec mon fils de 11 ans que j'ai inscrit pour des cours d'anglais en ligne pendant la période de confinement dans le cadre des sections proposées par le British Council destinées aux jeunes adolescents. En fait, je voyais de près l'effet que ce geste, le fait donc de saluer individuellement et d'appeler les apprenants, même quand on ne les connaît pas, la première séance, puisqu'on a la possibilité quand même de voir le prénom et le nom donc, des différents
interactant. Donc, ce geste, je voyais l'effet que ça faisait sur ces jeunes apprenants. Et je pense que c'est aussi valable pour les moins jeunes. Alors, ça leur permet de se sentir plus ou moins valorisés. Ça les débloque, ça leur donne confiance en eux et ça crée une atmosphère de convivialité qui motive les interactants. Il y a aussi donc la possibilité, par exemple, pour le formateur, quand il voit qu'il y a toujours des apprenants qui participent plus que d'autres, donc d'éteindre les microphones des apprenants qui participent le plus pour donner plus de chance à ceux qui ne prennent pas beaucoup la parole d'intervenir davantage. Et il suffit juste, à mon sens, parce qu'on est dans l'explicitation de tous les gestes. Je parle du geste professoral ou professionnel, l'enseignant. Il suffit juste, je pense, donc d'expliquer le motif de ce geste aux apprenants pour ne pas les frustrer. L'enseignant tuteur peut aussi laisser les apprenants, par exemple, dans le cadre d'un travail collaboratif, choisir leur partenaire en vue d'installer chez eux le sentiment justement d'appartenance au groupe ou opter, cas échéant, quand cela est possible, pour une formation hybride, pour reprendre aussi Dr Farhani, où les apprenants se connaissent les uns les autres et n'ont pas donc de problème par rapport au travail de groupe. L'enseignant ou le formateur doit aussi varier les activités et proposer beaucoup d'activités ludiques pour motiver, pour relever le défi de la motivation. Il peut aussi encourager le travail en binôme qui vise à régler les conflits socio-cognitifs dont on a parlé tout à l'heure entre les pairs. Il peut féliciter, par exemple, les apprenants pour les efforts accomplis, souligner la bonne progression de la classe. Il doit alterner le tu et le vous dans un même message pour témoigner de la prise de conscience par ce formateur, donc des enjeux de la communication. Il peut aussi remercier les apprenants pour les efforts fournis ou à fournir. Il doit faire preuve d'empathie, d'écoute et de disponibilité, notamment dans le cadre de la formation donc à distance asynchrone. Donc, je disais que ça peut aller de gestes très, très simples à des gestes et des activités plus complexes qui favorisent, par exemple, la mise en réseau des enseignants, voulant ou acceptant de collaborer sur un même projet, surtout dans le cadre des projets interdisciplinaires. L'enseignant, je le disais, parce qu'on est dans l'apprendre à apprendre aussi, il doit expliciter ses consignes, les tâches et les modalités de travail, individuel ou collectif, donc il doit le dire explicitement, autonome ou collaboratif, pour permettre aussi de donner la chance à chaque élément du groupe de participer aux échanges et augmenter par là même donc le nombre d'interactions. Le formateur doit aussi, dans le cadre de l'évaluation, fournir donc des feedbacks collectifs et des rétroactions sur des travaux remis en vue de permettre donc une régulation, de permettre à l'apprenant de réguler ses styles et ses stratégies d'apprentissage. Donc, ceci dans le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une évaluation formative qui vise davantage à développer les compétences métacognitives des apprenants et leurs pratiques réflexives. Leur permettre donc d'apprendre à apprendre. L'enseignant donc peut utiliser à cette fin, dans le cadre de l'évaluation formative, des sondages et des enquêtes en vue, par exemple, de recueillir l'avis des étudiants de façon collective et anonyme sur le cours dispensé et les activités vues. Si la programmation de la formation en mode hybride s'avère impossible, il peut prévoir par exemple des permanences pour des questions-réponses en mode synchrone, soit pour des appels individuels ou des appels de groupe par vidéoconférence.
Il peut aussi utiliser les annonces, alors pour impliquer davantage les apprenants et les pousser à interagir. Il doit aussi consulter de façon régulière les traces d'apprentissage contenant les dates de connexion des étudiants et les travaux déjà réalisés auxquels les différentes plateformes donnent accès. Cela permet de savoir donc si globalement l'ensemble de la classe progresse dans le parcours d'apprentissage prévu et d'adapter les réactions en conséquence. Il peut décider par exemple suite à tout cela donc des rappels qu'il projette ou qu'il envoie donc à tout le monde ou encore des contacts individuels de certains élèves ou certains apprenants pour voir s'ils ont besoin d'aide et de soutien. Alors, je disais que les sondages sont très utiles pour mieux cerner le profil individuel et collectif des apprenants dans le cadre de l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire celle qui permet d'analyser les besoins utiles pour l'organisation pratique des cours. Alors, le formateur doit aussi, toujours dans le cadre de l'évaluation, atténuer souvent les remarques et les critiques afin de développer les interactions entre pairs et d'augmenter leur nombre. L'encadrement favorise aussi la motivation et l'engagement des étudiants et assure un bon déroulement des activités d'apprentissage et d'évaluation planifiées. Donc, enfin, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que les interactions sont l'essence même de la communication en classe, en distanciel comme en présentiel. C'est le noyau dur. C'est pourquoi je pense qu'il faut les penser depuis la première étape de la scénarisation du cours en ligne, qui correspond justement à l'analyse des besoins, qui rentre dans le cadre de la planification et de l'organisation, à travers, par exemple, des activités de remue-ménage ou de questionnaires qui visent d'une part, donc, justement, à identifier les prérequis et les besoins des apprenants et d'autre part, à se fixer des objectifs. Des objectifs qui doivent être formulés dans le cadre de la formation à distance, puisque nous avons dit que ça se prête exactement au principe de l'approche actionnelle. Donc, les objectifs doivent être formulés sous forme de compétences à installer ou à développer. Pour atteindre ces objectifs, il faut donc penser à des tâches et des actions qui se réalisent dans le cadre d'un travail autonome ou collaboratif, comme nous l'avons dit. Donc, ça va de l'analyse des besoins jusqu'à la phase d'évaluation qui peut se faire sous différentes formes ou par le biais, par exemple, de sondages, de feedback et de rétroaction. Voilà. Très bien. Une dernière question. Quelles sont les fonctionnalités, quelles fonctionnalités, pardon, les plateformes utilisées dans les universités algériennes offrent-elles en matière des interactions? Alors, nous savons tous que les plateformes qui sont utilisées dans la plupart de nos universités, des universités algériennes, sont celles qui offrent des services ouverts et donc un accès libre et gratuit, à l'instar de modèles et des applications de Google Play comme Google Meet, Zoom Cloud Meeting ou encore d'autres systèmes de visioconférence développés pour la formation à distance et qui permet justement donc le partage de la voix et de l'image vidéo. La particularité de ces plateformes et de ces applications, c'est qu'elles garantissent la sécurité des échanges par une transmission cryptée et un échange de clés de confiance qui peuvent même interdire la circulation de certaines personnes suspectes. Alors, ces systèmes et applications sont bien sûr en constante évolution et visent à favoriser une pédagogie tel que le précise le concept général de la plupart des plateformes,
donc une pédagogie socio-constructiviste par le biais de modules intégrant des activités et des outils pédagogiques dont la plupart visent le développement des interactions. Donc, parmi ces fonctionnalités, nous avons donc les forums de discussion dont l'utilité ne se limite pas à recueillir donc les questions des apprenants à propos de la matière, mais qui peuvent aussi stimuler l'activité cognitive des étudiants en les invitant par exemple à poster des exemples issus de l'actualité et à mettre en évidence les liens avec la théorie vue au cours, à poster des photos, par exemple, prises dans leur environnement, mais qui illustrent bien sûr un phénomène donc modélisé dans le cours, à partager des expériences personnelles en lien avec ce qui a été expliqué, à organiser des jeux de rôle, par exemple, en ligne. Nous avons aussi les groupes news, appelés aussi groupes de discussion, les listes de diffusion, les réseaux de partage. Nous avons aussi les salons privés qui ressemblent par exemple au groupe news, mais dont l'accès est plus difficile et parfois payant. Nous avons les tests, les sondages, les chats pour des discussions par exemple synchrones souples par écrit. Nous avons aussi les ateliers. Nous avons des espaces d'écriture collaborative comme le wiki, une activité sociale donc, qui permet à une communauté d'apprenants d'éditer collectivement un contenu sur le navigateur. Nous avons donc les activités ludiques, à l'instar donc de l'application Kahoot technologie éducative, qui se présente sous forme a parlé aussi ma collègue Dr Farhani, que j'ai cité plusieurs fois dans cette intervention, alors qui se présente donc sous forme de questionnaires à choix multiples qui permettent le jeu de plusieurs utilisateurs simultanément et qui ressemble à Ouklap, le système de vote interactif qui permet aussi de créer des questionnaires sous forme de QCM ou de questions ouvertes. Avec des sondages, des exercices d'appariement et autres types d'exercices. Ouklap possède également la fonction mur qui permet justement, puisqu'on parle d'échange, de récolter des commentaires pendant une présentation ou un cours. Donc, autant de fonctionnalités qui, bien exploitées, peuvent amener à une meilleure et une plus riche communication et échange en ligne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dr Akmoun, pour ces réponses. Et place donc aux questions de nos participants. Alors, on va commencer. Vous êtes toujours là, Dr Akmoun? Je suis là, oui. Vous me voyez plus? On vous voit plus. Ah oui? Non. D'accord. Oui. C'est bon. Je voulais voir donc les questions. Ça n'a pas marché. Alors, on commence par une question posée par le professeur Karima Aïd-Dahman qui vous dit merci à Dr Akmoun. Nous avons remarqué lors de ces webinaires que l'interaction enseignant-enseignant est indispensable au développement de la profession à l'ère du numérique. Ma question est la suivante. La formation en ligne, notamment à travers la plateforme Moodle, dispose-t-elle d'outils qui peuvent rendre les interactions entre apprenants plus efficaces, les faire sortir de l'isolement, puisqu'il s'agit de débattre et de s'entraider? Je crois que la question a été posée avant que je présente le dernier point sur les fonctionnalités de Moodle. Oui, effectivement. Ouais. Oui, les chats, je ne sais pas si je suis obligée de reprendre ou pas, mais j'ai parlé des chats, des forums de discussion, des espaces d'écriture, par exemple, collaborative, des activités ludiques.
J'ai cité à titre d'exemple Kahoot, mais il existe d'autres exercices et activités, d'autres applications qui permettent en fait de développer les interactions entre les apprenants et les apprenants. Voilà. Très bien. On passe à une autre question de Fafa, c'est écrit. Donc, êtes-vous d'accord avec comment? Je disais bonjour Fafa. Ok. Alors, êtes-vous d'accord avec Orecchioni qui dénie à l'asynchronie la fonction d'interaction? Ne pensez-vous pas que cette posture met à mal l'existence même de l'enseignement à distance? En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'Orecchioni, en fait, ses travaux mettent en relief davantage les interactions verbales. Elle travaille pas beaucoup, enfin, elle travaille pas beaucoup, non, je connais pas tous ses travaux, mais c'est-à-dire que dans la présentation que j'ai faite, ça portait essentiellement sur les interactions verbales. Elle parle pas de toutes les interactions non verbales qui peuvent justement s'installer entre les différents interactants, notamment dans l'enseignement à distance. Mais sinon, j'ai parlé de tous les signaux non verbaux qui permettent aussi de jouer le jeu, d'influencer justement, parce qu'elle parle de jeu d'influence entre les interactants, qu'on peut retrouver aussi dans une formation à distance asynchrone. Donc, pour répondre directement à la question de Mme Farhani, non, pas tout à fait d'accord. D'accord. On passe à une autre. Seulement, j'estime qu'on ne peut pas parler d'interaction sans parler d'Orecchioni. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Radia Touati vous dit, vous mettez le doigt sur un point très pertinent, le refus de travailler en groupe, sachant que la formation à distance se base principalement sur la théorie socio-constructiviste. Comment remédier à cet handicap? Alors, enfin, j'ai fait quelques propositions à partir de tous les webinaires auxquels j'ai assisté pour encourager justement le travail en groupe. Dans la formation hybride, parce que les apprenants se connaissent plus ou moins, donc le sentiment d'appartenance au groupe y est. Le problème ne se pose pas donc autant que dans une formation donc asynchrone ou à distance synchrone. Mais je pense qu'il faut parfois, quand on a la possibilité de laisser par exemple les apprenants choisir leur partenaire, ne serait-ce qu'au début, parce qu'ils ne se connaissent pas et cette méconnaissance bloque parfois justement les apprenants. Donc, il faut peut-être les laisser pour commencer, au début de la formation, les laisser par exemple choisir leur partenaire. Essayer donc, oui, dans un même groupe par exemple, c'est vrai qu'on parle de conflits socio-cognitifs, mais pour encourager, par exemple, la coopération, on peut opter pour, par exemple, des groupes où les interactions sont plutôt donc, asymétriques, par exemple. Voilà, tout ça pour pousser justement ou développer chez ces apprenants le sentiment d'appartenance au groupe et les encourager justement à travailler en collaboration et de partager, mutualiser donc les ressources. Très bien. Il y a Excusez-moi, en fait, le changement de paradigme qui s'impose dans le cadre de la formation à distance fait que, ça y est, c'est vrai que le plus grand défi de la formation, je l'ai dit, c'est de développer l'autonomie, sans négliger aussi la collectivité ou les partenaires, parce que la construction du sens, au final, se fait aussi et surtout par le partage. Donc, pour les impliquer davantage, je pense qu'il faut commencer par installer ce sentiment d'appartenance au groupe chez eux. Mais quand la possibilité donc, de la formation hybride est là, quand c'est possible de travailler dans le cadre d'une formation hybride, autant donc opter pour cette modalité, je pense. Alors, il y a Fafa qui vous répond, qui vous dit merci, on est d'accord. Toute formation à distance commence par une prise de contact virtuelle. L'autonomie, oui,
mais dans le groupe. Oui, donc, Mérieux le dit, on travaille, oui, on développe l'autonomie, donc on mise sur l'individu, mais on ne doit pas négliger non plus donc la collectivité, le groupe. Voilà. On passe à une autre question de Ma'ammar Missoum qui vous dit peut-on considérer l'interaction asynchrone comme un autre type d'interaction qu'il faut favoriser, un type qui est à la fois similaire et différent à l'interaction synchrone? Vous pouvez répéter la question? Alors, peut-on considérer l'interaction asynchrone comme un autre type d'interaction qu'il faut favoriser, un autre type qui est à la fois similaire et différent à l'interaction synchrone? Similaire, similaire de par la possibilité d'échanger, la possibilité de partager, de mutualiser. Après, à la différence donc de la modalité synchrone, où les échanges se font oralement, où il y a donc la possibilité d'utiliser des signaux, comme je l'ai dit, non-verbaux, qui permet donc à l'enseignant parfois aussi de réguler ses activités, de revoir ses activités en fonction des réactions de ses apprenants. Il y a certes des points communs entre les deux modalités d'enseignement, mais beaucoup de différences. Le caractère différé de la modalité d'enseignement asynchrone fait qu'il est parfois, donc, c'est la raison pour laquelle je disais dans les propositions vers la fin qu'il faut que l'enseignant donc consulte régulièrement les forums et toutes les traces d'apprentissage, d'accord, dans le cadre de la formation asynchrone. Ça lui permet à lui donc de répondre d'une part, donc d'aider en cas donc de problème, mais aussi de revenir parce que lui-même il a besoin donc de réguler sa façon de faire, c'est-à-dire la formation formative dans les deux sens. Ça permet d'une part à l'apprenant donc de revoir ses styles et ses stratégies, ça permet aussi à l'enseignant de réguler ses pratiques, ses stratégies d'enseignement en fait. Très bien. Alors, encore une autre question du docteur Nawel Sassi qui vous dit l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le contexte algérien nécessite, à l'instar des autres méthodologies d'enseignement-apprentissage des langues, une prise en charge de la diversité des langues en présence et de la pluralité linguistique des utilisateurs d'Internet à des objectifs d'apprentissage. Qu'a-t-il été fait dans le domaine technopédagogique en vue de répondre à cette réalité sociolinguistique algérienne? En fait, très compliqué comme question. En Algérie, je ne sais pas, mais je crois avoir entendu qu'il existe en fait une plateforme dans laquelle donc l'arabe a été intégré, en plus du français et de l'anglais, qui sont aussi des langues qui sont présentes en Algérie. Donc, ça permet le contact en moins. Alors, la plateforme, il semblerait qu'elle a été créée dans une université de l'Est du pays. Je ne suis pas très sûre de l'information, mais je crois que la plateforme existe. Euh, Ajoutant à cela, dans le cadre, puisqu'elle parle de technopédagogie, donc elle ne vise pas forcément la formation à distance, dans les deux modes, je crois que la tutelle a autorisé les soutenances, par exemple, dans lesquelles on alterne l'anglais et le français ou l'anglais et l'arabe. Donc l'anglais est la langue de spécialité dans le cadre de la promotion de l'anglais, mais aussi pour permettre justement aux apprenants, aux étudiants de s'exprimer dans la langue qu'ils maîtrisent le plus. Il y a aussi la possibilité, par exemple, d'utiliser un PowerPoint en anglais et de présenter oralement donc, son travail dans une autre langue. Je sais par contre qu'en Europe, par exemple, il y a le projet Galanet qui a pour but de favoriser la communication plurilingue entre plusieurs langues romanes. Euh, donc, la plateforme est basée sur les principes
l'intercompréhension entre les langues parentes ou voisines. Alors, les langues présentes dans la plateforme, c'est le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain et le catalan. Donc, cette communication plurilingue dans les langues romanes permet en fait l'apprentissage de la compréhension des langues romanes, principalement dans le cadre donc, de l'apprentissage, de la compréhension de l'écrit, mais l'oral reste possible dans un second temps. Je crois qu'il existe aussi en Afrique centrale une plateforme qui regroupe donc les langues régionales et les langues nationales donc, de l'Afrique et qui se base sur le principe de l'apprentissage intégré des langues régionales et des langues nationales africaines. Après, en Algérie, à part la plateforme dont je viens de parler et l'initiative donc cette initiative de la tutelle par rapport à l'usage donc, de l'anglais avec une autre langue dans le cadre des soutenances, c'est une pratique qui existe déjà dans les manifestations scientifiques, mais qui a été donc, je crois, autorisée ici en Algérie en 2019 ou 2018. Voilà. On vous dit J'ai justement, répondu à la question, mais on vous dit justement oui, l'université virtuelle du Sénégal. d'accord. Je parlais de l'Algérie et du contexte algérien. Oui. Encore une dernière question, je crois, parce qu'il y en a plus. Toujours de Radia Touati, qui vous dit Marcel Lebrun préconise la restriction du groupe de formation à distance de 15 à 20 apprenants représente un groupe raisonnable pour permettre aux formateurs de suivre correctement les apprenants. Nos enseignants, elle vous dit, nos enseignants malheureusement multiplient des groupes qui dépassent les 40 étudiants dans le cadre des TD et TP. Les interactions sont très souvent difficiles, voire impossibles avec une telle charge de groupe. Que recommandez-vous pour ces cas concrets? Restreindre les groupes, je pense que la seule solution reste la formation hybride, à mon sens. Hein. Après, même en présentiel, suite donc à la crise sanitaire, la plupart des groupes classes ont été donc divisés en sous-groupes. On peut donc, par exemple, travailler en sous-groupe. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a un seuil ou pas. 15 à 20, oui, c'est l'idéal quand cela est possible. Mais si cela n'est pas possible, après, je pense que la seule solution reste, à mon sens, la formation, d'opter donc pour une formation hybride. Alors justement, on nous dit, en Algérie, les experts ont opté pour des groupes de 25 étudiants. D'accord. En ligne? Alors, Youssef Bacha, qui vous dit dans le... Ah, c'est Madame Farhani Fafa. Oui. Je viens de le savoir. C'est elle. Alors, dans le e-learning, il y a l'absence d'un trait fort important qui allie les acteurs éducatifs dans une situation pédagogique et étant un catalyseur déclencheur de tout apprentissage. Comment pourrait-on remédier à ce manquement en matière technopédagogie, en matière de docimologie? Comment peut-on évaluer une tâche requise en ligne tout en sachant que d'autres facteurs peuvent entrer en jeu, tels que l'intervention d'autres pairs, les tuteurs? Je voudrais que vous éclaircissiez, il vous dit, la notion de classe inversée, car cela entre dans la perspective du e-learning. Grand merci, cher docteur. Alors, je vais peut-être commencer par la question ou la partie de la question qui porte sur l'évaluation. Donc, je crois l'avoir dit, l'évaluation dans une formation en ligne est principalement orientée vers l'évaluation formative, c'est-à-dire ce qui permet donc de revoir, de développer donc ces pratiques réflexives et ces stratégies métacognitives.
de revoir ses styles, ses stratégies d'apprentissage. Mais je sais aussi parce que le problème, par exemple, donc, du recours au pairs, du plagiat revient beaucoup dans le cadre de l'évaluation en ligne. Je l'ai dit tout à l'heure, le changement de paradigme s'impose. On a tendance ici en Algérie et ailleurs aussi à associer ou envisager l'évaluation comme, comme une action ou un acte de surveillance. On relie toujours l'évaluation à la surveillance, le contrôle, la sanction, etc. Je sais que, bon, la dernière fois, les collègues l'ont dit, ils ont la possibilité, certes, de consulter d'autres pairs, de consulter des tierces personnes qui sont peut-être présents avec eux lors donc, de l'évaluation. Et je sais aussi, de par donc, les webinaires auxquels j'ai eu la chance d'assister, qu'il existe, par exemple, au Canada, des applications, notamment à l'Université d'Ottawa et l'Université de Montréal, des applications donc, qu'il suffit de télécharger et qui permettent donc un accès direct qui permet de surveiller donc l'ordinateur de l'apprenant. C'est-à-dire qu'on oblige l'apprenant à télécharger l'application pour pouvoir passer son examen. Ensuite, ces applications, dans le cadre d'une évaluation certificative, alors on surveille tous les comportements et les comportements, on va dire, suspects. C'est-à-dire si l'apprenant essaie, par exemple, de consulter un autre document, alors à travers ou grâce aux fonctionnalités donc, de l'intelligence artificielle, on peut donc le détecter tous les gestes et les comportements suspects lors d'un examen. Et je sais aussi que cette pratique et cette application a beaucoup été critiquée parce qu'elle est considérée comme une atteinte à la vie privée des apprenants. Alors, la première partie de la question, c'était quoi? Alors, c'était comment pourrait-on remédier à ce manquement en matière de technopédagogie? Alors, par rapport aux interactions enseignants avec d'autres enseignants, ou c'est ça? C'est ça? Oui. Alors, enseignant. Alors, je crois l'avoir dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué ou pas. En mettant en place, par exemple, des projets interdisciplinaires, des projets de télécollaboration, on peut donc faire collaborer plusieurs, donc des enseignants, mais aussi faire intervenir donc d'autres, par exemple, partenaires, d'autres personnes, dans le cadre toujours d'un travail collaboratif, mais enseignants associés, pour aider l'enseignant en charge de la matière, mais aussi qui peuvent intervenir pour aider les apprenants en cas de problème. Alors, la classe inversée, on en parle beaucoup dans le cadre de la formation à distance. Moi, j'ai assisté à une conférence donnée par Puren qui indique, c'est vrai que c'est une pratique innovante, c'est ce qu'on dit. Et Puren montre que la classe inversée existe depuis la méthodologie traditionnelle, puisqu'à l'époque, on donnait des textes, on demandait donc aux apprenants de les traduire. Ensuite, c'est-à-dire que le travail devait se faire, on va dire, chez soi. Après, il revenait avec le texte traduit pour dégager donc les règles grammaticales, tous les savoirs grammaticaux en fait qui se rapportent au texte généralement littéraire qui était étudié. Aujourd'hui, donc, développer, je ne sais pas si oui, c'est possible, c'est pas possible, avec ce projet de numérisation, c'est ce qu'on est en train de faire. Après, c'est toujours le problème de formation des formateurs qui se pose, c'est-à-dire que on donne le cours, c'est pas qu'il prépare le cours tout seul, on met à sa disposition le cours. C'est ce qu'on a fait en fait, c'est-à-dire qu'on a mis en ligne les cours, mais en septembre, on a fait venir les enseignants et les apprenants. On a repris ce qui a été, pas tous, peut-être pas tous, mais c'est comme ça que ça s'est passé chez nous, je veux dire à l'université de Blida.
on a mis à disposition, donc à la disposition des apprenants les cours. On est revenu en septembre, donc pour revenir sur, à dire écouter surtout, donner la possibilité aux étudiants donc de poser des questions, leur donner les devoirs et voir si c'est ce que nous avons fait, et ça s'inscrit dans le cadre aussi de la classe inversée. Après, je pense qu'il faut quand même être formé à cela. Il ne suffit pas donc d'engager les apprenants, de leur demander donc de préparer le cours tout seul, parce qu'il y a aussi le problème des inégalités sociales dont j'ai déjà parlé. Il y a des apprenants qui n'ont pas d'ordinateur, il y a des régions dans lesquelles il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est la raison pour laquelle aussi une pédagogie différenciée s'impose aussi. On ne peut pas travailler avec tout le monde de la même façon, avec la même méthodologie, quoi. Certainement. On poursuit avec une autre question du docteur Nawel Sassi qui vous dit quelle solution technique à l'utilisation des langues premières des Algériens pouvez-vous proposer? Alors, suivre le modèle, par exemple, des plateformes Galanet et la plateforme donc, africaine, pour valoriser justement la diversité linguistique en Algérie à travers la création, par exemple, de plateformes qui intègreraient donc, je ne sais pas si cela est possible, toutes les langues et variétés de langues parlées en Algérie, et apprendre par exemple à l'apprenant ou enseigner à l'apprenant leur usage de façon intégrée sur le modèle de ces plateformes. On peut penser par exemple à créer des applications dans le cadre, par exemple, d'enseignement de la phonétique qui montrerait la différence entre la prononciation dans le cadre de la discrimination. Donc, on peut par exemple, entre la prononciation des sons qui posent problème ou qui causent les interférences entre l'arabe et le français. On peut par exemple procéder à travers les applications qui seront ou qui seraient mises en place, on peut penser par exemple à développer la prononciation. Créer par exemple des traducteurs automatiques, pourquoi pas, qui intégreraient donc le plurilinguisme algérien, avec la possibilité de traduire, par exemple, des idées écrites ou prononcées d'une langue à l'autre, avec l'aide, bien sûr, de l'ordinateur. Alors, les traducteurs automatiques, c'est une fonction qui existe partout. C'est-à-dire que la particularité ici, dans le contexte algérien, c'est d'avoir la possibilité donc, de dicter, par exemple, ou d'écrire le texte dans une variété de langues algériennes ou dans la langue que l'apprenant maîtrise, et avoir la traduction dans la langue cible, le français, par exemple. D'accord. Une autre question nous parvient toujours du docteur Sassi qui vous dit sur la plateforme e-Madrasa, les lycéens et collégiens peuvent participer à la gamification en tant que procédé favorisant l'interaction sur le net et se mesurer à leurs camarades. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques exemples de gamification appliqués dans le contexte scolaire algérien et qui ont montré leur efficacité, justement? Alors, gamification vient de game en anglais, qui renvoie donc aux activités ludiques ou la possibilité donc de reprendre des mécaniques, des concepts propres à l'univers du jeu, par exemple vidéo, les appliquer donc dans des domaines éducatifs non ludiques. Alors, parmi les activités ludiques utilisées dans le contexte éducatif scolaire algérien dans la plateforme e-Madrasa, la seule activité que je connais, moi, que j'ai vue sur la plateforme, c'est les quiz. Enfin, à travers des applications comme Kahoot, dont j'ai déjà parlé, qui se présentent sous forme de questionnaire à choix multiples,
et qui permettent donc un jeu simultané entre les différents interactants. Il y a Quizlet, par exemple, utilisé aussi dans la plateforme Moodle pour des activités visant généralement le vocabulaire, le lexique. Donc, il est possible d'écouter, par exemple, la prononciation des mots et de faire toutes sortes de jeux pour apprendre et réviser ces mots. Il y a aussi l'application Socrative, qui est peut-être moins ludique que Kahoot, mais qui, pour avoir l'aspect ludique, il faut justement constituer des équipes, travailler en groupe. Donc, on voit quelle équipe termine en premier dans le mode Space Race. Et le vainqueur n'est pas annoncé comme c'est le cas dans Kahoot. Et ce qui manque, c'est aussi la petite musique de Kahoot que les étudiants et les apprenants apprécient. Il y a aussi l'application Testmoise qui propose des feedbacks personnalisés. J'ai parlé tout à l'heure aussi des sondages qui peuvent aussi être utilisés comme dans le cadre de la gamification aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, alors le docteur Farhani intervient en disant e-Madrasa est une plateforme payante. Son créateur est un Algérien venu du Canada. Et elle dit le docteur Akmoun a axé son intervention sur les solutions gratuites. Voilà. Elle me défend. Merci, Fafa, de venir à mon secours. Le docteur Sassi vous dit merci Houda et je voudrais également remercier la doctorante Mariam. Merci. Merci à vous. Très bien. Donc, je crois qu'on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie, donc, Dr Houda Akmoun, en mon nom ainsi que celui de l'ANECLEA pour votre riche intervention. Je vous donne la parole pour le mot de la fin. Je voudrais juste te remercier toi d'abord, Mariam. Je te tutoie maintenant parce que c'est la fin. Et remercier surtout donc tous les membres fondateurs de l'ANECLEA. Et surtout donc Dr Wahib, Dr Melzi, Dr Bourkaïb, Dr Saïdoun et tous les autres membres, les nouveaux adhérents, et les invite surtout à y adhérer. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, chers participants, je vous remercie. Et l'ANECLEA vous donne rendez-vous le jeudi 26 novembre 2020 à partir de 11h pour la journée internationale du prof de français qui comportera des rencontres virtuelles avec des professeurs de français auteurs d'ouvrages, dont le professeur Amina Azabekat à 11h, le docteur Ibtissam Chachou à 14h, ainsi que le professeur Aïd Ahmed Karima à 18h. Je vous invite à visiter notre site web www.aneclea.org ainsi qu'à adhérer à notre association et à inviter vos amis à nous y rejoindre. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Mariam. Au revoir. Au revoir.